Rebonjour à tous, nous sommes à nouveau en live pour notre table ronde avec trois super invités. Je suis pas une invitée, c'est moi qui... Bref. Avec trois super invités sur la thématique « Faut-il être connu pour être publié ?» Alors avec nous, on a Sita. Bonjour Sita. Coucou. Donc Sita, tu signes un webtoon qui s'appelle Nouveau Départ et qui est en cours de publication en ce moment. Sur quelle plateforme ? Sur Webtoon. Du coup, l'appli coréenne qui s'est lancée en France début mars. Voilà, on a également Maryse Pénal. Hello. Donc Maryse Pénal qui est l'autrice de Heidi au printemps et de Wonder Pony qui a été sélectionnée dans la catégorie jeunesse du festival d'Angoulême, c'est ça hein ? C'est ça, ouais. Voilà, et on retrouve également Si. La meuf est partout, tout le temps. Donc Cyrielle qui signe Deux dames du vrai sexe de la vraie vie aux éditions Lapin, ainsi que Radium Girls chez Glénat. Voilà. Donc effectivement, moi j'avais envie de parler un petit peu de cette thématique du fait faut-il être connu pour être publié, parce que c'est vrai que c'est un phénomène qu'on voit de plus en plus. Les auteurs de BD aujourd'hui, ceux qui débarquent sur la scène BD, ben souvent on les a déjà vus ailleurs, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur d'autres types de supports. Alors je vais commencer avec cette question. Est-ce que vous pensez que c'est obligé d'être connu, de s'être déjà fait un nom aujourd'hui pour être publié? Non. Non, clairement pas. Mais tu veux une réponse argumentée ou on argumente après? N'hésitez pas, vous pouvez développer. Hein. Moi, il me semble que non. Enfin, mon premier bouquin, en tout cas, Heidi au printemps, je l'ai publié. Alors, c'est vrai que j'avais un blog, mais en fait, être connu, c'est très relatif, je trouve, à la fois pour nous et en BD en général, où personne n'est jamais vraiment connu de toute manière. Et donc, du coup, j'aurais tendance à dire que non, de base, c'est quand même très accessible de faire de la bande dessinée. Il suffit de faire un dossier et de trouver un éditeur, et t'as pas du tout besoin d'avoir des abonnés pour ça, quoi. Il me semble. Et est-ce que tu crois pas que le nombre d'abonnés influe sur la décision de l'éditeur ? Ah oui, si, ça, je pense que c'est un argument, que ça fait partie des arguments, en fait, d'avoir des abonnés. Mais par contre, c'est pas un prérequis. Et donc, il faut être connu, mais si tu es connu, effectivement, ça te donne un petit bonus, je pense, quand tu négocies ou quand tu arrives et que tu vas voir un éditeur, il a peut-être déjà un peu entendu parler de toi, et c'est quand même un petit truc en plus, quoi. Mais ça peut être à double tranchant. Hein. Ça peut être très fort à double tranchant. Pour répondre aussi à la question, moi je trouve pas. On a eu le même consensus, mais c'est vrai que genre là. En fait, les abonnés en plus ne veulent absolument rien dire. C'est pas parce que t'as 100 000 personnes sur Instagram que ça va faire 100 000 ventes, parce que sinon ça se saurait. En plus, il y a vraiment une déperdition entre tout ça, et voilà. Moi, par exemple, pour être simple, pour dire tout de suite, quand j'ai posé mon dossier pour Radium Girl, parce que j'ai fait un dossier, comme tout le monde, j'ai fait mon petit dossier, etc. Et que mon éditeur Olivier en a parlé avec son directeur de collection pour la collection Karma. Alors déjà, Olivier, quand il m'a dit ça, je me suis dit, t'es sérieux, tu m'as présenté comme ça, mais n'importe quoi. En fait, il lui a dit, oh, c'est génial, il faut que tu lises ça. C'est si. Alors, Aurélien Ducoudray, qui est mon directeur de collection, ne connaissait pas du tout qui j'étais, donc ça ne veut pas forcément dire, parce que souvent, les directeurs de collection et les éditeurs, bon, les éditeurs sont un peu au courant, mais bon, je veux pas faire du boomer shaming, mais tout le monde n'est pas sur Instagram. Oh là là, comment ça balance déjà. Et en fait, il a donné mon dossier à Aurélien Ducoudray en disant, tu vas voir, c'est génial ce qu'elle fait, c'est une youtubeuse. Et en fait, c'est très bien hein, d'être youtubeuse. Hein. Il n'y a aucun problème hein, d'être vidéaste, faire de la construction. Mais c'est juste qu'il y a une connotation derrière. Et il y a vraiment genre, encore un bouquin de youtubeuse, tu vois. Alors ça, je pense qu'on va pouvoir en parler de manière plus approfondie. Et en fait, au final, il a quand même ouvert le dossier. Il s'est dit, ah mais ok, mais il y a vraiment... Quand je parle du double tranchant, c'est celui-là qui peut être hyper casse-gueule. Voilà. Mais... Juste pour rebondir là-dessus, moi sur Heidi, une des critiques que j'avais eues commençait par la blogueuse Maryse Pénal. Alors à l'époque, j'avais pas YouTube, j'avais un blog effectivement qui n'a jamais
extrêmement marché, genre au max. Enfin, je sais même pas le nombre de visiteurs quotidiens, tu vois, mais ça a toujours été un truc hyper. Il y avait que des dessinateurs qui le lisaient. Et d'avoir comme ça, de me qualifier de blogueuse dès la première ligne, on voit le but, quoi. Et c'est pas pour te faire un compliment. C'est ça. Sita, est-ce que toi, ton activité, parce que toi, moi je t'ai connue avec ta chaîne YouTube où tu parlais de bande dessinée, puis tu as une activité assez présente sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Est-ce que tu penses que ça t'a aidé pour pouvoir publier ton webtoon? Alors, oui et non. En fait, je pense que en soi, pour rebondir sur ta question du début, je pense pas qu'il faille être connu, tu vois, pour être publié, même si ça peut aider, ça peut être un argument pour se dire c'est viable commercialement. Mais en vrai, je pense que le plus important, c'est de connaître et d'avoir les bons contacts, en fait. Et moi, personnellement, c'est dans mon expérience qui m'a aidé à publier plutôt rapidement. C'est que justement, avant ça, j'avais une chaîne YouTube où je parlais de BD. Faites par d'autres et puis de préconisations littéraires comme toi tu as pu le faire aussi Lise et en fait via ça j'ai eu pas mal de contacts dans l'édition et c'est ce qui m'a apporté en fait le contact pour préparer mon dossier pour Webtoon parce que justement par le bouche à oreille de personnes que je connais j'ai été contactée en me demandant si j'avais pas un projet dans mes cartons à proposer à la plateforme qui se lançait quoi. Donc je pense que pour ça, il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir une grosse communauté sur Internet en fait pour connaître des chaînons en fait de la scène éditoriale quoi. Alors vous avez toutes les trois un compte Instagram et vous avez toutes les trois une forte activité dessus. Marie par exemple, t'as fait des super gifs que j'aime trop. Merci. Oui, ils sont trop bien. Le dinosaure là, c'est mon préf. Et le crêpe général. Oui, le no là, il est. Ah, ça me fait très plaisir. Et puis Cyrielle, tu nous parles de bâtiments très souvent, hein, ouais. BD, BTP également. La professionnelle en BTP Cyrielle publie sa BD sur le Radium. Alors, à savoir, pendant le laps de temps entre le défi dessiné et là, j'ai installé un support mural avec des chevilles et des perceuses. Ouais. J'ai pas fait de story. Alors, plus sérieusement, parce que là, je vous parle de story, c'est vrai que dans les stories, on met souvent des trucs rigolos et tout, mais c'est vrai que, bon, vous avez des Instagram dessins. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il faut forcément avoir un compte Instagram, parce que pratiquement tous les auteurs de BD y sont? Bah, je pense qu'en fait, il faut pas... En fait, il faut... c'est un peu casse-gueule parce qu'il n'y a pas de règles et je pense que vraiment en fait moi j'ai vraiment un truc, si tu arrives pas à rentrer par la porte, rentre par la fenêtre, tu vois, enfin en vrai c'est juste que c'est des moyens différents. Moi je sais qu'Instagram par exemple j'ai plus de portfolio. Moi je suis en mode genre tu veux savoir ce que je fais, tu vas sur Instagram, tu check mes liens et j'utilise mon Instagram vraiment comme un portfolio. C'est pour ça que c'est très intéressant pour moi qui est le développement des stories par exemple, parce que sur mes stories je montre ce que je bouffe, je montre que je fais de la peinture, mais par contre mon feed Insta est utilisé comme un portfolio en tel quel. Donc je dirais pas qu'il faut, mais je pense que c'est un réseau social qui est très visuel friendly, où on montre des choses cool et qui s'y prête très bien plus que d'autres réseaux sociaux par exemple. Qu'est-ce que t'en penses toi, Sita? Toi, t'as 2 comptes Instagram, si je me trompe pas. Ouais, alors du coup, j'en ai un spécial dessin et un autre que je garde pour parler bouquins, justement pour. Mais après, est-ce qu'il faut en soi je pense que c'est. Enfin, il y a pas mal de, je pense, de personnes qui vont vouloir faire ça justement. Y mettre énormément d'énergie et je pense que, comme tout ce qui est communication, c'est quelque chose qui doit être. En fait, quand tu veux le faire bien, ça prend une vraie part de temps, quoi. Donc, faut faire attention aussi à pas vouloir tomber dans le développer un compte Instagram pour se faire connaître, sachant que ça va pas nécessairement rapporter derrière du travail. Et y mettre toute son énergie plutôt que de produire en fait des dossiers ou de travailler ses univers pour avoir des publications intéressantes, quoi. Je pense pas que ce soit indispensable, mais que
mais que ça peut aider. Moi, en fait, ce que ça m'a rapporté Instagram, c'est quelques contrats, notamment avec des particuliers ou avec une maison d'édition pour laquelle je fais de la communication. Donc, c'est toujours intéressant de développer ça, mais en fait, c'est mettre ses œufs dans des paniers différents, quoi. C'est une sorte de vitrine, en fait. Bah ouais. C'est comme ça que tu vois aussi, Marie? Bah oui, quelque part. Après, c'est presque plus une vitrine pour des lecteurs qu'une vitrine professionnelle destinée aux autres professionnels, parce que je suis même pas sûre que ce soit Instagram le plus efficace dans ce cas-là. Après, ça permet, pour les jeunes éditeurs qui sont sur Insta, effectivement, ça garde un lien avec eux. Mais moi, je cherche pas de travail actuellement, mais je pense que si je cherchais du travail, je sais pas si c'est sur Insta que je miserais. Et limite, je ferais des albums photos Facebook, là où j'ai des amis qui sont... Tu sais parce que c'est des boomers. Tu dis ça. C'est réel, tous les dramas de la Mais c'est vrai sur Facebook, hein, c'est pas sur Insta que ça se passe. C'est vrai. Donc, je suis pas sûre. Voilà, d'un point de vue professionnel, moi, je pense pas. Mon compte Instagram, c'est pour les lecteurs, c'est pour les gens qui me suivent sur YouTube maintenant beaucoup, mais j'ai pas l'impression que l'impact professionnel soit énorme, quoi. Alors, on parle d'Instagram, vous avez aussi toutes les trois une chaîne YouTube, c'est pour ça que j'avais envie de vous rassembler toutes les trois, parce que je trouve que vous aviez un parcours intéressant. Est-ce que vous pouvez me dire chacune pourquoi vous avez décidé de créer une chaîne YouTube? Qui se lance en premier? Qui est la plus vieille sur YouTube? C'est toi, non? C'est moi. Mais c'est pas Sita? C'est Sita, hein, c'est pas moi. Vas-y, Sita. C'est moi. Oh non. Ouais, c'est pas moi, c'est toi. Allez. Moi à la base je l'ai créé pour parler bouquins, et justement c'était au moment où on avait tous des blogs pour partager nos lectures, des choses comme ça, et en fait le média YouTube est arrivé. Et j'ai créé le mien parce que j'avais envie d'expérimenter un nouveau format, et parce que c'était un moment où c'était un peu mou, il n'y avait pas trop de montage, et du coup moi je voulais faire un truc un peu genre avec des jump cuts et un truc qui dure pas 20 minutes. Et du coup voilà, et en fait c'est petit à petit que j'ai commencé à apporter le dessin et d'autres choses à ces trucs purement recommandations de livres. Et voilà, et en fait c'est tout simplement parce que j'avais envie de créer des choses que j'aimais bien, notamment dans la communauté anglophone, et qui se faisaient pas forcément dans la communauté francophone, et en fait de produire ce qui manquait un peu, et peut-être du coup de donner envie à d'autres personnes d'en faire, comme ça moi égoïstement je pouvais avoir plus de contenu à regarder derrière. Donc toi, tu as commencé avec du booktube. Est-ce que quand tu faisais ça, tu avais déjà l'envie, l'idée de devenir autrice? Pas du tout. Attends, 2014, qu'est-ce que je faisais? Ouais, non, absolument pas. Je dessinais même plus à ce moment-là. Donc non, c'est un truc qui m'est revenu assez récemment. Moi, à la base, j'ai une formation de développeuse. Donc là, ça fait seulement 1 an et demi que j'ai pris un tournant et que je me reconvertis, mais ça n'avait jamais été le but, et sûrement pas au moment où j'ai créé YouTube, quoi. C'est toi, Cyrielle, la deuxième plus vieille sur YouTube? Oui. Moi, au départ, tout simplement, si je me suis lancée sur YouTube, c'est que je me suis dit... j'en avais ras le cul de répondre aux mêmes questions. Voilà, les mêmes questions qui revenaient tout le temps sur le matériel et tout, c'est des questions qui sont légitimes, mais je me suis dit, je vais centraliser les réponses, ça va être pas mal, ça va m'éviter, comme ça je vais lancer le lien, parce que souvent la question c'est quoi ton crayon et pourquoi tu utilises ça? Alors si tu retapes ça à chaque fois, c'est un peu l'enfer. Donc ma toute première vidéo, je crois que c'était sur mes crayons de couleur aquarellables, voilà, je me suis dit... allez, je vais faire ça, je vais expliquer. Et au final, je m'y suis vachement prise au jeu. Je pense qu'il y a vraiment un truc où... En fait, au début j'ai fait ça, puis j'ai commencé à faire des speed drawing. Enfin, j'ai été d'une schlagose intersidérale, parce que les premiers speed drawing ils sont filmés à l'iPad, suspendus avec ma mezzanine. Donc en fait, quand t'accélères, ça bougeait légèrement et ça faisait comme ça. Mais voilà, et en fait, c'était un nouveau format où tu peux dire plein de choses, tu peux véhiculer plein de choses, faire des... En fait, il y a vraiment un truc aussi de respiration graphique.
comment dire, tu peux créer d'autres choses et pas que du dessin, tu vois. Au bout d'un moment, le dessin, c'est notre métier. Et au bout d'un, en fait, je sais pas pour toi, Marie, mais genre, je sais pas, moi, quand, genre, imaginons, je ne fais pas d'animation, mais les rares fois où j'ai fait du GIF, et j'étais super contente parce que ça s'animait et que c'était pas du statique comme ce que je fais, tu vois. Et après, au fur et à mesure, je me suis intéressée, voilà, je me suis dit, tiens, si je faisais des vlogs, si je faisais de la vulgarisation pour les étudiants qui venaient me voir paniquer dans mes MP en me disant, là aussi, on va centraliser les informations, histoire que ça aide le plus grand monde et que ça me permette de garder des années de vie. Parce que c'est quand même assez, c'est très chronophage, hein, le community management, c'est un travail à part entière et ça prend beaucoup de temps. Faut vraiment s'en rendre compte. Donc voilà. Et après, aussi, je me suis amusée à faire des vlogs qui sont pas aussi bien que ceux de Marie, parce que ceux de Marie, c'est des pépites. Arrête, c'est vrai. Mais voilà, des formats pour débunker des pubs, des trucs comme ça. Donc c'est des trucs, vraiment. YouTube, je le fais pour m'amuser principalement. Le jour où ça m'amuse plus, j'arrête tout simplement. Et c'est vraiment ça. Après, moi, pour moi, c'est vraiment un centraliseur de données, YouTube. Je l'utilise comme ça. Tu dis que du coup, on t'avait présenté comme la youtubeuse. Oui. Pourquoi c'est vexant? Non, c'est pas vexant. Moi, je trouve pas ça vexant parce que justement, moi, je suis en mode genre, je suis créatrice de contenu où, quand tu sais en plus que sortir une vidéo, c'est scripter, interpréter, réaliser, prendre le son, monter, mise en place. Au bout d'un moment, genre, il y a rien de mauvais derrière ça, mais c'est juste l'image que la société commence à percevoir. Tu sais, quand tu dis ouais, Enjoy Phoenix, la youtubeuse, tu sais, il y a vraiment ce dédain, alors que la meuf, elle est chef d'entreprise, quoi. Donc, au bout d'un moment, tu vas pas. Pourquoi tu t'apposes ça? Il y a vraiment ce terme qui est connoté comme l'époque du girly, tu vois. Il y a vraiment ce truc-là un peu. Girly, de toute façon, ça connote plein de trucs dégueulasses, mais de la société patriarcale. Mais vraiment, il y a ce truc. Moi, je prends pas. Moi, youtubeuse, c'est pas une insulte. C'est vidéaste, youtubeuse, voilà. C'est des slash. Mais il y a vraiment un truc de c'est la youtubeuse, tu vois. Tu sais, c'est comment est perçue la société, quoi. Et il y a vraiment de ça. Il y en a beaucoup qui, en plus, vu qu'il y a eu un essor. Par exemple, si on veut faire un crossover YouTube bande dessinée, il y a eu un essor des bandes dessinées de youtubeurs. Mais en l'occurrence, souvent c'était des youtubeurs qui bossaient avec un dessinateur ou une dessinatrice qui faisait une BD. Il y a des BD qui sont très cool, il y en a des BD qui sont un peu moins cool, mais comme dans toute l'édition, en fait, il y a des BD qui sont cool et des BD un peu moins cool qui sortent. Mais il y a eu un truc comme ça de, vu que c'est in, et on va un peu cracher dessus, on va un peu, tu sais, genre, mais c'est du sous-genre, tu vois, ce qui est faux. Il y a vraiment ça, je trouve. Le genre BD de youtubeur. Ouais, exactement. Mais oui, il y a ça. BD de youtubeur, et t'es en mode genre, mais qu'est-ce que ça veut dire, tu vois? Ça n'a pas de sens. Et puis qui rattrape en plus un peu le dédain pour la BD jeunesse ou la littérature jeunesse en général. Forcément, quand tu parles de BD de youtubeurs, c'est que la cible, c'est les ados, donc forcément, c'est commercial, donc c'est nul, quoi. Ouais. Mais ils sont bien contents quand ça fait du chiffre derrière. Ouais. Et toi, Marie, alors pourquoi tu as créé ta chaîne YouTube? Et quand est-ce que tu l'as créée d'ailleurs? C'est une bonne question. Il y a 3 ans, je pense, à peu près, je me suis mise à réellement poster dessus. Et je l'ai créé parce que, pour expérimenter un peu, je pense, les mêmes raisons que si, tester des nouveaux formats. En fait, moi, avant, j'avais un blog. Dans un blog, tu pouvais raconter plein de choses et passer plein de temps à raconter des trucs. En passant sur Instagram, on passe aussi sur un format qui est une image à chaque fois, qui est un truc hyper court et qui va être vu en 5 secondes. Et en fait, ça manquait un peu aussi d'avoir des formats plus longs pour moi. Ouais. Et t'as YouTube qui permet de recréer ça et de raconter des nouvelles choses. Et puis, même en fait, le fait de filmer, ça m'amuse. Le fait de faire du montage, je trouve ça rigolo. Après, je pense que, vu le temps que ça prend de faire une vidéo, c'est plus rentable de répondre à tous les MP. Hein. Enfin, je sais pas, mais ça va être... moi, je trouve pas. Je trouve que ça prend de l'espace mental. Ça veut dire que c'est...
Ouais, en fait, quand tu fais une vidéo, c'est en bloc et tout. Alors que quand t'as un MP à 8h, après à 10h, et après à 9h, et puis après machin, et puis je trouve que c'est un effet boule de neige, tu vois. Ouais, puis en c'est plus, bon. quand tu fais une vidéo pour répondre à ces trucs-là, tu t'éclates sur ton format parce que je Ouais, pense qu'on le bien fait tous sûr. les trois de la même manière, genre c'est un hobby et du coup tu testes des trucs, donc en fait tu réponds à des questions reloues, reloues parce qu'elles sont répétitives, pas parce qu'elles sont reloues en soi, mais en faisant des petits trucs rigolos, du coup c'est cool quoi. Mais en quantité de temps, je pense que par contre, on est quand même sur un bon niveau quoi, quand on fait de la vidéo, parce que c'est assez incroyable le temps que ça prend. Et puis même moi, YouTube, ça m'intéressait parce que en fait, en dessinant, je consomme énormément de YouTube, quoi. Et mes influences, il y avait Si qui était avant moi, et clairement, ça a été une influence. Mais c'était Enjoy Phoenix, c'était Lena Situation, quoi. Je voyais leurs vlogs et je disais, c'est vraiment marrant de faire ça. Et voilà, j'avais envie d'explorer ce format-là. Moi, j'ai un petit truc à ajouter éventuellement sur pourquoi j'ai commencé YouTube, qui est que aussi j'avais une BD qui allait sortir pour les jeunes, les 8-12 ans, et que c'était ma deuxième BD. Je savais très bien qu'il n'y aurait aucune promo de la part de l'éditeur, et du coup, je me suis dit, ça va être à moi de m'en charger. Donc, ils sont les jeunes sur YouTube. Ça, c'est hyper important, faut qu'on en parle aussi. C'est pour ça que c'était bien de le notifier. Ouais, grave, t'as raison. C'est débranché. On a perdu Lise, par contre, elle dit que le casque s'est débranché. Elle est passée sous le bureau. Rendez-nous Lise. Elle est partie faire sa sieste sous le bureau. Ouais, j'avoue, elle fait... C'est bon, tu nous entends? Alors, tu nous entends? Ouais, mais moi, je suis une informaticienne de haut vol, donc j'ai réussi à repérer le bug et à le régler très vite. C'est mon casque qui était débranché. Bravo. Désolée. En plus, j'ai fait... On n'entend plus, son micro là, il ne marche plus, ça ne va pas plus. Je ne l'entends plus du tout, c'est la room qui a bugué. Alors, c'était de mon côté. Donc, pour répondre à la question de Twitch, pourquoi je suis venue sur Twitch? Ah oui, dis. Juste, merci Fanny pour ta réactivité. Donc oui, Twitch. En fait, pourquoi je suis allée sur Twitch à la base? Donc je consommais du live. En fait, il y avait Boulet qui s'est lancé assez rapidement dessus. Il avait fait quelques lives comme ça et j'ai trouvé ça cool. Et en fait, il y en a un qui m'a fait un prosélytisme pas possible et qui n'est même plus sur Twitch maintenant. Super, c'est Gauvin Manhattan il m'en a fait des caisse en me disant viens sur Twitch, il faut qu'il y ait du stream art, il n'y a pas assez de stream art sur Twitch français, je parle du Twitch francophone. Et voilà et tout. Et en fait, j'ai fini par y aller en me disant je vais streamer comme une schlagos, parce que moi j'ai pas de OBS, j'ai rien de tout ça, et ça fait à peu près 2 ans que je suis sur Twitch et tout, et j'ai pu streamer une grande partie des planches de Radium Girl en live, et en vrai, ça m'a permis de survivre à Radium Girl, parce que en fait on a vraiment un métier d'ermite, à moins de bosser en atelier, t'es un peu seul face à toi-même et tout. Moi je sais qu'en plus quand on bosse moi je bosse en tradi, à partir du moment où tu arrives à l'étape des planches tradi, t'es vissé à ton bureau et tu vas pas t'amuser à bouger avec ton iPad juste, tu sais, genre je vais faire du storyboard là-bas et tout. Non, maintenant là t'es vissé sur ton bureau, et donc voilà. Donc moi ça m'a permis de parler à des gens et arrêter de me parler à moi toute seule et même d'avoir des retours, bâtir une communauté, discuter et tout. C'était vraiment hyper agréable, et après je suis un peu moins présente parce que moi je live que quand j'ai envie de liver, parce qu'il y a des moments, il y a des choses qui se prêtent pas forcément au live, tu sais, il faut que tu sois concentré, faut pas que tu parles en même temps, il faut que tu penses, on n'est pas touché par la grâce constamment pour dessiner. D'ailleurs, on est rarement touché par la grâce quand même. Et oui, c'est un peu ça. Les gens pensent vraiment ça, je pense. Et donc voilà, donc c'est comme ça en fait. Je suis arrivée dessus. Et puis voilà. Je continue à streamer comme une grosse schlagos avec mon téléphone, et ça marche très bien. Voilà. Donc c'était la question de Dao Doodle, tu stream sur téléphone. Tout à fait. Avec l'appli Twitch, voilà. D'accord. Non, mais par contre, je streamais sur la 4G parce que j'avais pas la fibre, et donc au bout d'un moment, je disais, faut que je coupe parce que j'ai plus de crédit. Non, mais souviens-toi de ça quand même. Les deux, quoi. Non, mais un délire, tu vois, genre, tu peux me rappeler, s'il te plaît, j'ai plus de crédit. C'était vraiment ça, quoi.
Enfin, Donc, n'importe quoi. Quand on voit des SMS extrêmement abrégés, Oui, c'est ça. Oui, mais t'enlèves bon, toutes les ça... voyelles. Ça y est, s'il y a des gens qui ont 12 ans dans le chat, ils vont pas Ils ont comprendre. pas la rêve, maintenant. Et toi, Sita, du coup, tu t'es mise à streamer aussi? Oui, j'ai commencé. Bah, en fait, j'ai commencé en mode schlagos aussi, comme si, en fait, ça a commencé plutôt cet été. Je suis partie d'un truc où je voulais faire un stream caritatif pour lever des fonds pour les assos au moment de la mort de George Floyd. Justement pour diffuser des ressources antiracistes pendant que je dessinais en échange de dons. Donc du coup j'ai appris un peu comment ça fonctionnait, OBS et tout, en une soirée, après avoir lancé l'idée sur Instagram, genre on va faire ça. Ok, merde, comment est-ce qu'on fait? C'est parti. Et donc du coup j'avais zéro matériel quoi, donc après donc il y a eu ce truc-là où en fait finalement je parlais pas parce que ce qui était important c'est qu'on écoute les ressources que j'avais récupérées via des personnes concernées qui partageaient des choses quoi. Et je me suis dit que c'était sympa en fait Twitch et que j'avais envie d'essayer ça plus pour papoter en dessinant. Donc j'ai commencé avec mon portable en mode webcam et j'avais un décalage de son pourri et tout. Donc j'ai fait une tentative, c'était pas terrible. Et là du coup j'essaye de m'y remettre parce que je me disais que je voulais streamer pendant que je faisais ma BD parce que justement, comme si je pense que ça me permettra de survivre parce que même si c'est cool parce que moi je fais ça épisode par épisode donc j'ai toujours ce petit moment de sérotonine quand tu finis ton épisode, genre yes, j'ai fini un truc. Il y a toujours le moment où tu détestes ce que tu es en train de faire, donc d'avoir tout ça aide. Mais du coup, Twitch c'est bien, mais tu peux pas le faire notamment parce que t'es pas touché par la grâce tout le temps, et aussi parce que quand tu travailles sur des trucs qui sont secrets ou pour des choses pour des clients ou quoi, bah tu peux pas non plus en faire quoi. Donc là j'ai recommencé la semaine dernière quoi. Donc je suis encore bébé twitcheuse. C'est quoi ton nom sur Twitch? C'est Sita tout court. Sita tout court en un mot sans. Ah oui, alors, Sita tout court avec le tout court qui fait partie du truc, pas Sita tout court. Sans tiret, sans point, sans rien. Voilà, donc n'hésitez pas à la suivre parce que je la vois de temps en temps, elle est en live. Voilà. Et toi, Marie, est-ce que ça te tenterait un jour? Ouais. Alors ça. Enfin, j'ai ma petite scène OBS qui est toute prête en fait. C'est juste faut que je me lance comme ces quatre. Ouais. Mais oui, comme disait Sita, souvent j'ai des trucs pro que je peux pas trop divulguer avant que ça soit sorti ou même pour faire de la BD. Enfin, justement, si toi ça te stressait pas, de raconter trop de choses avant que la BD soit finie, parce qu'au final les gens voyaient les planches au fur et à mesure. Ouais. Bon, la fin de l'histoire était assez mise au courant. Genre, je peux pas trop spoiler l'histoire avec un grand H. Mais non, parce qu'au final, il y a tellement un laps de temps. Déjà, moi, je fais les bulles après. Tu sais, genre, et tout. Donc, tes textes et tout. Et puis, en fait, une planche parmi tant d'autres, au final, à moins qu'il y ait un énorme cliffhanger de, je sais pas, en fait, c'est ton père, machin. Mais sinon, non, pas trop. Pas du tout. Je pense que les 3/4 des gens... Puis en plus, c'est quand même raisonnable. Enfin, le stream art, il n'y a pas non plus énormément de monde. Donc, au maximum, j'avais 80 personnes. Et 80 personnes qui connaissent 3 planches. Bon, bah, ça va, quoi. C'est OK. Ouais, je pense que c'est un réflexe un peu bête. Je crois que je suis pas la seule, mais c'est vrai que j'ai tendance à un peu cacher mes planches de BD avant qu'elles soient finies et tout. Et... ouais, c'est pas forcément une logique commerciale ou quoi, mais c'est, je sais pas, un truc de le révéler à la fin. Je comprends. Mais je peux comprendre. Il y a vraiment ce truc genre, tada. Ouais, voilà. mais bon, je pense m'y mettre, un de ces 4, très très prochainement, si possible. Trop bien, on sera là quand ça arrivera. J'ai encore un petit peu peur, hein, mais je me dis que ça pourrait être marrant, ouais. Et puis aussi, parce que je me rends compte que faire des vidéos YouTube, ça prend tellement de temps qu'il y a un peu... mais oui, il y a ça aussi, ouais. C'est clair. C'est pas pour rien si tous les vidéastes vont sur Twitch, sincèrement. Ouais. Du coup, autant Instagram, c'est une vitrine, autant Twitch, c'est plutôt un outil communautaire, finalement. Ouais, je pense que ça, il y a un peu de ça, mais en fait, moi, je t'avoue que si je fais des live Twitch, c'est
autant pour moi que pour les gens, voire même peut-être plus même pour moi, quoi. Il y a un petit côté un peu égoïste aussi, tu vois, genre j'ai pas envie d'être toute seule, j'ai envie de taper la tchatch avec des gens qui sont cool, parce que globalement, dans les stream art, c'est toujours hyper tranquille. Je sais pas, il y a pas, là-dessus, Twitch, pour moi, c'est ma petite bulle à côté. Mais c'est vrai que pour entre Instagram, YouTube, Twitter et tout, il n'y a pas la même manière de communiquer. On n'est pas du tout sur la même, sur ce qu'on va raconter, sur la même chose. Et je pense que c'est ça qui, vu qu'on est toutes, je pense, sur les réseaux sociaux différents. Je sais plus si t'es pas sur Twitter, Marie, je crois. Si. Je suis quasiment pas, vraiment ouais. très peu. J'y vais beaucoup pour suivre, mais je poste très peu, quoi. C'est ça. Moi, s'il y a un réseau social que je pourrais faire sauter, hein, sincèrement, c'est Twitter, tu vois. Mais du moins sur mon plan de travail, par exemple. Mais c'est vrai que genre oui, il y a un truc communautaire. T'es direct, quoi. Oula, c'est moi, j'ai de l'écho là. Ouais, il y a moi aussi. Mais oui, c'est vrai que là-dessus, genre, en fait, t'as au moins un direct. Ça veut dire que tu parles et tu réponds aux gens et il y a vraiment ce truc qui casse le mur. C'est ça que j'aime avec les réseaux sociaux, c'est que en fait, on n'est pas déifié, tu vois, genre, tu vas me poser une question, je vais te répondre. Et voilà, enfin, et c'est ça qui est vraiment chouette. Qui peut être aussi à double tranchant par moment avec des grands relous, voilà. Et puis vraiment sur le Twitch art, je pense que c'est encore un truc différent du Twitch genre gaming et blablatage, enfin beaucoup d'autres chaînes Twitch où vraiment c'est fait pour être de l'animation, tu vois, et divertir, alors qu'en fait là t'es souvent en train de bosser, quoi, donc je pense qu'il y a encore plus ce côté moins communautaire et plus on se retrouve entre potes pour papoter pendant qu'on fait des trucs, quoi. Du coup, on parle d'Instagram, de YouTube, de Twitch, tout ça, ça prend beaucoup de temps. Est-ce que ça prend du temps sur votre métier en tant qu'autrice ? Oh, grave. Oh, tellement. Allez-y, parce que j'ai beaucoup trop parlé là pour le moment. Allez-y. Marie, parle. Non, mais je réfléchis en fait, parce que c'est pas si clair. En fait, ça me prend du temps, mais je sais pas si ça prend du temps sur mon métier d'autrice. C'est plutôt, pour moi, c'est un nouveau truc que je fais à côté, quoi. Je fais de la BD, je fais de l'illustration, et aussi maintenant je fais YouTube. C'est presque une autre activité, et ça reste un truc un peu de loisir. Et après Instagram, moi je suis active, mais pas si active que ça non plus, hein. Si on regarde le nombre de posts sur un an, même les stories, ça reste assez limité, donc j'ai pas l'impression que ça me prenne tant de temps que ça sur mon temps de travail autre. Donc c'est plutôt une nouvelle activité que comme si je m'étais mis à la poterie, quoi. Moi, je considère que ça fait partie de mon travail, mais aussi parce que, en ce moment, je publie un webtoon, donc en fait, d'autant plus sur la plateforme webtoon où c'est pas vraiment un éditeur, en fait, c'est plus une plateforme de diffusion avec laquelle j'ai un contrat de produire toutes les semaines. En fait, je sais très bien que alors déjà, il y a les éditeurs, les maisons d'édition gèrent pas spécialement toujours très bien l'aspect communication, euphémisme. Mais là, je sais que vraiment, j'ai eu le minimum syndical de annoncer que le truc était sorti, mais ensuite, faire vivre la communication, en fait, c'est à moi de le faire si je veux qu'il se passe quelque chose, quoi. Donc, tout ce qui est communication sur Instagram en ce moment, c'est une part de ma production d'épisodes. Elle va de j'écris, je storyboard, je fais mes planches, et après je prépare le post que je vais comme une community manager, que je vais programmer pour le jour de la publication, et ça fait partie des étapes. Et même pour la sortie, en fait, j'ai travaillé sur vraiment toute une semaine je prépare des contenus pour les 2 semaines où j'allais teaser la sortie du truc, parce que en fait c'était à moi de préparer une campagne de communication vu que Webtoon n'allait pas le faire pour moi, quoi. Donc en ça, en fait, ça fait complètement partie intégrante de mon travail, mais parce que c'est vraiment de la production de contenu, pas juste pour dire hey coucou j'ai fait un truc, mais pour créer de l'engagement autour de la publication, quoi. Après, perso, moi, j'utilise aussi, je dis aussi que c'est mon travail, hein. C'est un temps de travail
qui est, en fait, c'est une trame de fond. En gros, c'est difficile à quantifier quand on me dit, tu penses que tu restes combien de temps à bosser sur le community management? C'est genre, je sais pas, moi, est-ce que je mets un chrono à chaque fois que je réponds à un MP? Enfin, et il y a vraiment de ça. Et puis, personnellement, je sais que j'essaie, moi, de répondre à quasiment, allez, 90% des MP que je reçois. Donc voilà, ça, j'aurais du mal, moi, personnellement, à quantifier mon temps là-dessus. Mais c'est vrai que pour faire un rapport, genre pour en parler du community management qui est parfois inexistant sur des bandes dessinées, et c'est un désastre parce qu'on a l'impression que y a certains bouquins qui sortent et c'est comme s'ils faisaient hop, poubelle, parce qu'en fait ils ont pas la com qui suit et tout, et en fait c'est à nous, nos réseaux sociaux, de prendre le pas dessus, et on n'est pas payé pour ça dans les trucs. Donc moi par exemple je peux rien dire pour Radium Girl parce que je sais que Glénat, ils ont fait une communication aux petits oignons, ils ont vraiment géré le truc, mais ça c'est pas tout le monde, quoi. C'est même vraiment mineur. Les 2 premières bandes dessinées, elles ont été entièrement tout a été fait sur mes réseaux sociaux. Clairement, en fait, on a misé sur mes réseaux sociaux. Donc après, c'est à voir, hein, si tu choisis de jouer le jeu entre guillemets de ça ou pas. Mais il faut savoir qu'on n'est pas payé pour faire cette com, en fait. Mais tu te dis, t'es ambivalent, genre j'ai bossé 1 an et demi sur une bande dessinée pour que je dise, bon bah c'est bon, je m'en lave les mains, la communication c'est pas moi, mais elle va partir forcément dans les limbes des myriades de sorties. Ou est-ce que je joue le truc et je dis, bon allez, je vais en parler sur mes réseaux sociaux? C'est hyper casse-gueule. Je trouve que par exemple, l'ère du numérique, on va dire, oh là là, vraiment. C'est déjà mieux de dire digital. Ouais, voilà, digital, ça veut rien dire. Digital, c'est les doigts, c'est les empreintes digitales, ça ne veut rien dire. Et ben, en fait, vraiment, je trouve qu'il y a des virages qui se sont pas faits forcément dans les éditions papier. Alors, je vais pas faire des packages, par exemple, parce que moi, en l'occurrence, ça s'est très bien passé. Mais par moment, vraiment, tu te dis, bon, vous êtes payé aussi pour la communication de ces bouquins. Et en fait, parfois, il y a des gens qui misent plus sur des bouquins que d'autres. Et bon, c'est vraiment déprimant. Enfin, vraiment, quand ta BD, elle sort et que derrière, il n'y a pas de suite, c'est terrible. Je trouve ça d'une dureté pas possible, quoi. Oui, en fait, je disais que c'était un loisir pour moi, mais en fait, ça l'est devenu ces dernières années. Mais comme je disais, effectivement, quand j'ai lancé ma chaîne, c'était clairement pour pallier au manque de mon éditeur. Et donc, oui, donc il y avait bien sûr ça. Et il y a aussi le problème qui est que, en fait, le fait d'être connu, c'est un peu à double tranchant, puisque effectivement, l'éditeur peut facilement compter sur toi. Moi, ça m'est arrivé des situations un peu de malaise où je me suis rendu compte, après avoir commencé à travailler, que l'éditeur ou le producteur ou la personne qui... Enfin bref, s'attendait à ce que je publie du contenu sur mon compte Instagram et à ce que je fasse des posts, alors qu'il n'y a pas de budget. Enfin, moi, je suis payée pour faire des dessins, en fait. Je ne vais pas vous faire une campagne de com en plus. Et des gens s'imaginent que si, ça fait partie du deal. Et ça, c'est très gênant. Et... Ça arrive. Moi, ça m'est déjà arrivé que des clients me disent « Mais vous ne le mettez pas sur votre Instagram ?» Je suis genre, non. Je pense qu'à mon avis, ils en ont rien à foutre, en fait. Vous payez une prestation, en fait. Et ils sont, ah bon? Ah je pensais que ça faisait partie de la prestation. Je fais, mais d'où t'as vu qu'il y avait une ligne sur Enfin, je suis pas un panneau publicitaire, quoi. Enfin, au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Il y a vraiment de ce truc, j'ai l'impression. J'ai aussi des trucs avec des médias qui voulaient à tout prix que je relaye l'interview. Et je suis en mode genre, c'est qui fait de la promo à qui? Je sais pas. T'acceptes de faire une interview et c'est en plus, en fait, pour leur faire de la pub ensuite. T'es là, mais non, c'est pas comme ça que c'est marché, quoi. Mais en plus, ils sont de plus en plus flous. Genre, moi, j'avais participé à un truc où il y avait une campagne de crowdfunding et les gens me mettaient la pression à fond pour que je relaie ça. Et ça, en plus, moi-même, demander de l'argent à mes abonnés, c'est un truc qui me gêne hyper fort. Et en plus, c'est même pas pour moi. Enfin, je sais pas, vraiment, il y a des frontières qui sont pas encore bien faites dans la tête des gens. C'est marrant cette histoire de relayer l'interview parce que j'ai jamais fait ça. Mais par contre, c'est vrai que quand je publie l'interview de quelqu'un, je fais... Oui, mais il faut. Non, mais il faut parce que il faut nous arrobas parce qu'on les voit pas forcément. Mais en fait, après de venir dire, tu retweets, machin. Moi, ça arrivait
un peu. Beaucoup trop, selon moi. Et je suis genre, non, Bah non. Alors, du coup, il y a Julie Gore qui dit c'est ça qui n'est pas normal, c'est de voir des éditeurs éditer des auteurs hyper présents sur les réseaux et ayant une communauté pour ne pas avoir de taf de com à faire ou ne pas avoir besoin pour vendre un livre. C'est un plus, mais certains éditeurs comptent trop là-dessus. Vous êtes d'accord avec ça, j'imagine? Bah, alors après, le truc, c'est que je suis pas sûre qu'ils fassent le taf quand la personne n'est pas connue sur les réseaux. Juste, le livre est pas défendu du tout, quoi. Je pense que c'est un problème plus général dans l'édition où on sort beaucoup de livres et où ils sont pas tous défendus de toute manière, alors que c'est une drôle de... Enfin, c'est une stratégie où on décide de sortir un maximum de livres pour avoir le plus d'emplacements possible en librairie quand on est un éditeur, au lieu de sortir des livres qu'on défend. Et voilà, mais nous, qu'on soit... En fait, le fait d'être connu et de défendre nos livres, c'est un truc où on essaie de sauver un peu nos livres, mais je pense pas que l'éditeur le ferait à notre place si on n'était pas connu. C'est ça que je veux dire. Est-ce que c'est clair? Et du coup, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, être auteur, c'est aussi être communicant comme travail? Disons que, pour les auteurs qui sont présents sur les réseaux sociaux, oui, clairement, en fait, c'est une casquette qu'on se rajoute en plus de tout ce qu'on sait déjà faire, puisque, déjà, être auteur de BD, c'est quand même, c'est quand même plein de métiers différents, à la fois de dessiner, d'écrire, de gérer après, éventuellement la communication sur les réseaux, de gérer la promotion avec des médias, etc. Donc c'est une casquette qu'on se rajoute. Après, est-ce que ça fait partie du métier d'auteur? Pas spécialement. Après, tu peux choisir. Il y a plein d'auteurs qui vivent très bien, on s'entend, de leur métier sans pour autant se rajouter cette casquette de communication, quoi. Bah ouais, je pense que c'est vraiment un principe de bulle d'information. On a tendance à croire que vu que nous on est sur les réseaux sociaux, ça ne marche que par ça. Mais c'est pas vrai en fait. Il y a plein d'auteurs et d'autrices qui ont mettent pas un pied sur les réseaux sociaux et qui arrivent à marcher quoi. Enfin, puis si en fait si ça ne dépendait que de ça, après on peut parler aussi de public. Voilà, il y a aussi les tranches de public. Il y a des publics qui vont être plus alertes. Par exemple, genre, je sais pas, on va dire les 12-30, c'est quand même une très grosse fourchette. Et voilà, ils sont, les réseaux sociaux, voilà, on est dedans, on est baigné dedans, pas forcément tous, un auto personne de cette tranche d'âge, mais voilà, mais par exemple, ça va peut-être moins parler, tu vois, à ceux qui font de la bande dessinée historique, qui ont plutôt une tranche d'âge de 60 ans. Ils n'ont rien à carrer d'Instagram et légitimement, en fait, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'ils vont... Après, s'ils veulent changer, démocratiser, attirer d'autres personnes, ok, mais c'est vrai qu'il y a vraiment ce truc de bulle d'information. Nous, on sait... Il y a des moments, moi, j'aimerais bien, tu vois, genre... après, avec Radium Girl, j'en attire des... Parce que le vrai sexe de la vraie vie, clairement, hein, j'étais toujours sur la même tranche, et quand je voyais quelqu'un qui avait 60 ans qui débarquait, j'étais genre, oh, tu t'es perdu. T'as vu de la lumière? Et la personne disait, non, c'est pas vrai. Il y a des moments où je me suis trompée, hein, mais c'est vrai qu'il y a vraiment ce truc-là. Je trouve pas ça, je trouve que c'est pas obligatoire, je pense que c'est juste un petit coup de boost en plus, tu vois, si t'as envie, mais sincèrement, faut jamais faire les réseaux sociaux sans en avoir véritablement l'envie de le faire, et surtout, ne jamais, comme ce que tu disais au début, Sita, ne jamais ouvrir un compte Instagram en se disant je vais percer. Ça ne marche pas du tout parce que tu te frustres et après tu finis par aller voir d'autres comptes influents en disant est-ce que tu peux partager mon travail, et la personne elle te fait mais je te connais pas, je sais pas qui tu es. Moi ça m'arrive souvent et genre je trouve ça en même temps je comprends parce que t'as envie de dire j'ai envie d'être accéléré, et en même temps je me dis t'as pas envie d'être reconnu plus par ton travail que plutôt que d'aller voir, tu vois, c'est vraiment très dur en fait. Mais vraiment, si tu veux te lancer dans Instagram, tu fais ta tambouille, tu parles, tu partages des personnes que t'aimes, t'essayes d'activer ça et ça va aller doucement. Moi, personnellement, ça va faire plus de 10 ans que je suis sur Instagram. Donc effectivement, j'ai du monde, mais c'est à sueur de mon front, personnellement. Et ça a mis du temps, et c'est parce que j'ai trouvé mon public, et parce que machin, et que ça a mis du temps, machin. C'est pas... c'est compliqué, en fait. Et je me suis écartée de la question de base.
Mais c'est intéressant ce que tu dis sur le public, parce que n'empêche que le fait qu'on soit sur Instagram et qu'on arrive sur les réseaux sociaux et qu'on parle de bande dessinée, on apporte aussi un public. Je pense que si, comme moi en festival, on a un public en fait de jeunes femmes qui traditionnellement est moins présent dans la BD et surtout en festival de bande dessinée. Et en fait, c'est clair. C'est super qu'on apporte la BD à un nouveau public et ça devrait être valorisé. Mais c'est clair. Et juste, excuse-moi. Ah non, vas-y, continue. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, mais vas-y parce que je pars sur autre chose après. Donc. Ah non, mais juste pour dire, genre en fait, j'ai fait une dédicace avant, enfin entre les deux confinements, j'ai dû faire la dédicace et genre j'étais dans une librairie qui est tenue par des libraires trop cool. C'est qu'une équipe de femmes et en fait elles m'ont dit. Oh, t'as qu'un public, mais t'as des femmes qui viennent en dédicace, mais nous on n'en voit jamais et tout, et c'est des meufs et elles sont jeunes et tout, mais merci, c'est trop agréable et tout, c'est un public qu'on voit jamais. Et j'étais genre, bah pourtant les femmes elles lisent des BD, elle fait oui, mais elles se déplacent pas en dédicace, elles viennent pas, et j'étais genre, ah bon, je pensais pas autant. Et c'est vrai que c'est cool d'y amener un nouveau public. Ouais, c'est aussi parce que nous-mêmes, on est des jeunes femmes et que du coup, il y a un truc moins fermé. On ouvre un peu aussi en se montrant. Moi, c'est aussi déjà un travail qui avait été commencé par tout ce qui était blog BD Girly et tout ça, mais c'est plutôt super. Et ensuite, sur le fait d'être auteur et d'être sur les réseaux sociaux, pour moi aussi, l'intérêt aujourd'hui, c'est vraiment justement de changer un peu le rapport de force que je peux avoir avec les éditeurs en disant que j'apporte aussi de nouveaux arguments et voilà, donc ça me met un peu moins à la merci des éditeurs, dans le sens où finalement, je peux dire que j'ai quand même des gens qui me suivent, que je peux dire que voilà, j'ai une communauté et que j'ai un peu moins besoin d'eux finalement que ce que je pourrais avoir besoin d'eux si j'avais rien du tout. Voilà. Je suis totalement d'accord avec ce que tu dis, Marie, mais moi c'est la raison pour laquelle je voulais faire de la publication sur le web initialement, parce que je sais que le monde de l'édition actuellement, c'est quand même assez dur d'y rentrer, ou en tout cas tu y rentres avec des contrats qui sont assez lamentables, et que justement en fait d'arriver en ayant quelque chose qui a déjà un public, c'est quelque chose qui va te permettre d'avoir du poids dans la négociation, alors que si tu arrives sans rien, clairement il y a 90% de chances que tu te fasses très entuber, quoi. Mais ouais, mais le webtoon c'est super, moi je suis hyper ça m'intéresse trop, faudra qu'on en parle après. T'es d'accord avec ça, Cyrielle, sur le fait que ça peut peser dans la balance des négociations? Ouais, en fait, alors oui, moi je pense que je suis d'accord là-dessus. Il y a vraiment un truc, mais il faut qu'on s'en rende compte. En fait, comment dire, c'est que en fait, c'est vraiment que il faut que ça en devienne une force en disant, il faut plus qu'on soit victime de ça. Voilà, on amène une plus-value. Donc, au bout d'un moment, il faut aussi qu'on prenne, qu'on prenne notre courage et qu'on le mette sur la table en disant, bah voilà, c'est une plus-value. En fait, je mise sur vous autant que vous misez sur moi. C'est vraiment ça, en fait. Il faut que, même globalement, même au dehors des réseaux sociaux, quand on est édité, il faut renverser la vapeur en disant moi je vais arrêter de dire merci à mon éditeur de m'éditer. En fait c'est plutôt genre ok, on va le faire ensemble parce qu'on est intime. Moi je passe mon temps à dire non, ce n'est pas une faveur qu'un éditeur fait quand il t'édite. Excuse-moi, non, je sais pas, ton plombier il te dit pas merci quand tu viens réparer ta chaise. Bah je sais pas, ça n'a pas de sens. Et oui, je trouve que c'est ça peut être une vraie plus-value en plus. Les réseaux sociaux, voilà, t'amènes ton expertise dans les réseaux sociaux. Moi, ce que j'aimerais, c'est que genre ok, d'accord, tu veux pas faire de communication, paye-moi pour la communication, paye-moi des vidéos. T'inquiète, je vais les faire, mais aux petits oignons et tout. Tu me payes pour ça, tu prends le budget et je vais faire quelque chose. T'inquiète. Mais là, on n'y est pas encore. Il y a du taf encore. Ouais. Il y a aussi quand même dans la BD, on peut la BD c'est vraiment très mal payé, on peut très difficilement en vivre et souvent l'argument ça va être l'argument de la valeur symbolique et puis de la notoriété que ça va t'apporter de sortir des livres. Or quand tu fais une vidéo YouTube, t'as énormément de chances qu'elle ait beaucoup plus de vues que n'importe quelle BD que tu sortiras. Et donc aussi casser cet argument des éditeurs de dire nous on va t'apporter de la notoriété en disant non, il va falloir que vous apportiez plus que ça parce que c'est faux et que vous apportez, ou payez-moi correctement pour faire mon travail au moins. Enfin bref, ça change un peu les arguments aussi, quoi.
Et je suis tout à fait d'accord avec toi, Cyril, il faut vraiment en avoir conscience et pouvoir le formuler et tout ça. On arrive sur la fin de cette table ronde, il reste 10 minutes. Donc, comme d'habitude, si jamais vous avez des questions sur le chat, n'hésitez pas à nous les faire remonter. Donc, il y a Arnaud qui dit « Les éditeurs deviennent juste des gérants de production et ne font plus leur travail d'éditeur. » C'est son point de vue. Alors, vous dites qu'effectivement, les éditeurs, parfois, ils s'attendent à ce que vous fassiez la com de vos BD et tout ça. À votre avis, comment on fait pour rééquilibrer la balance et sortir de cette situation? Enfin, qu'est-ce qui pourrait être fait? Je pense T'as 2 heures. T'as un plan en plusieurs points et tout pour révolutionner le monde de la BD? Marie, elle a des choses à dire. Il faut faire comme ça, t'es au-dessus d'elle. Non, mais pas forcément. Attends, c'est quoi la question? Non, mais déjà prendre conscience et formuler, effectivement, formuler avec ton éditeur, en fait. Et c'est un truc que, tu vois, par exemple, quand on a quelqu'un comme Si qui t'as quand même une grosse force de frappe sur les réseaux, t'as des gens qui sont hyper impliqués dans ta communauté et tout. Effectivement, je pense que tu as tout intérêt à formuler effectivement les avantages que tu apportes et puis à réclamer des choses, quoi. Oui, puis effectivement, pour pouvoir changer déjà, il faut qu'on arrête de rester passif face au contrat. Parce qu'en fait, c'est vraiment le nerf de la guerre, le contrat. Parce qu'on parle des réseaux sociaux, tout ça, mais vraiment, j'incite vraiment à ne pas rester passif, à aller détricoter les contrats, même si c'est compliqué, quitte à demander des changements, à avoir des... En fait, parce que les éditeurs, en fait, les éditeurs, c'est une masse floue. Mais en fait, souvent, ton éditeur, donc l'éditeur, la personne avec qui tu parles et avec qui tu bosses, et ben en fait, le but, normalement, de cet éditeur, c'est de faire le meilleur livre et la meilleure promo qui soit. Et souvent, moi, je sais que je m'entends très bien avec mon éditeur parce qu'il est à l'écoute et que le but, c'est que ils veulent pas, c'est pas les grands méchants, c'est pas tous les grands méchants avec les dents longues qui veulent t'entuber, tu vois. Souvent il y a la maison, les éditions et l'éditeur. Donc, il faut vraiment verbaliser, prendre compte et surtout ne pas rester passif face au contrat qui, ne l'oublions pas, je le répète encore une fois, nous lie à la maison d'édition 75 ans après notre mort. Voilà. Donc, si tu arrives en plus à rajouter des clauses, parce que si on est toute seule là, à essayer à parler de ça, c'est clair que ça va faire un petit pchit, tu vois. Mais si tous les auteurs arrivent en disant, bah voilà, moi j'ai une plus-value, vous me rajoutez une clause de communication ou des choses comme ça, bah ça va faire son bonhomme de chemin, mine de rien. Mais il y a quand même beaucoup de choses. C'est en profondeur. Hein. Le statut d'auteur, il doit être changé en profondeur. Mais il y a beaucoup de lobbies qui nous échappent. C'est pour ça qu'il faut suivre la Ligue des auteurs, s'il vous plaît. Tout à fait. Et pas besoin, bien sûr, d'être connu pour négocier son contrat en réalité. Mais c'est juste que quand on est... Exact. C'est juste que si on fait de la promo, c'est peut-être quelque chose qu'il faut contractualiser, quoi. Maintenant que ça devient un truc professionnel, voilà. Après tout, les influenceurs, ils sont payés pour faire la promotion de produits, donc si on nous prend pour notre statut d'influenceuse, il faut nous payer pour ça. Il y a Aurélien Fernandez qui dit « Moi, je ne suis pas d'accord avec Cyrielle. » Voilà, c'est noté. Je ne suis pas d'accord non plus. Pas d'accord avec le fait qu'il n'est pas d'accord. Il y a Liam le bateau qui dit « C'est pas une question, mais je voulais juste... » Alors, c'est pas une question, mais... Non, mais vous allez voir, c'est un gentil commentaire. Je voulais juste dire que vous êtes une grande source d'inspiration pour moi. J'aime beaucoup votre travail. Parce que c'est un peu un running gag souvent quand il y a des tables rondes. Il y a toujours un mec qui lève la main. C'est pas une question, mais... Mais je pense que vous vous trompez de combat. Ouais, c'est ça. Et donc, il y a B-Délire qui dit « Est-ce que les réseaux sociaux, c'est pas aussi un moyen de diversifier ses revenus et de s'affranchir des éditeurs ?» Si t'as un avis là-dessus? Les réseaux sociaux me rapportent pas d'argent, donc en termes de diversification de revenus... C'est limité. C'est vrai parce qu'on peut en parler de la YouTube monnaie de petites secondes. C'est une bonne question. Vous avez déjà touché de l'argent YouTube, vous, ou pas? Oui. Oui. Moi, j'en ai un peu, mais je l'ai pas demandé encore, en fait.
Bah, c'est surtout par rapport au temps de travail. Oui, voilà. C'est vraiment ridicule, mais moi j'ai une centaine c'est ça. d'heures par mois. Là-dessus, Twitch est plus Ouais, gratifiant. pareil. Bah, quand tu passes partenaire, ça devient vraiment intéressant. Mais sinon, effectivement, les subs, il faut vraiment. Effectivement, c'est du don, en fait. C'est un peu du mini-mécénat, etc. Mais c'est vrai qu'en gros, je vois ce que ça veut dire parce que, en l'occurrence, bah, YouTube, tu peux être approché par des marques après qui payent. Alors, soit ils t'envoient juste un truc et bon, là, t'as intérêt à ce que le truc soit intéressant parce que sinon, tu peux te retrouver avec des fossiles. Genre. Bah, je pense qu'ils étaient contents, hein, quand. Bon, bref. C'était. J'ai fait une vidéo sur les fossiles. Non, ils m'ont jamais répondu. Oh non. Mais je pense que je leur ai détruit leur SEO. Parce que genre, j'ai mis tous les mots-clés en dessous et je voulais remonter en première parce que j'ai fait une vidéo troll sur des fossiles, enfin bref. Et, mais après, voilà, par exemple, des fossiles par des marques, etc. Ouais. Oui, des fossiles. fossiles. Des Pas fossiles, les mais fossiles. Non, pas les fossiles. Pas le communisme. Mais c'est vrai que c'est plus pour ça. C'est vrai que c'est assez mineur. Ce que la monétisation nous ramène en direct, c'est très mineur. Mais par contre, il peut y avoir des à côté, être payé pour faire, par exemple, une vidéo, machin. Ça c'est différent. Mais des tables rondes, des tables rondes, des interventions, tout ça. Moi, c'est ce genre de choses que ça m'apporte plus. C'est ça. Non, mais c'est ça, c'est plus en fait, c'est puis... pas les réseaux sociaux en eux-mêmes, c'est plus les gens qui arrivent sur tes réseaux et qui vont te venir avec un contrat derrière et des projets, quoi. Après, moi j'ai l'impression que ça reste très mineur, en tout cas, même les gens qui arrivent avec des contrats sur les réseaux sociaux, c'est infime, quoi, dans ce qu'on me propose. Ouais. Mais ce que disait la personne, c'était aussi par rapport à la vente des originaux, par exemple, ou des choses comme ça. Effectivement, en fait, vu que là c'est ta communauté, et moi je sais que quand je vends des originaux, je sais que ça passe majoritairement par Instagram, et que c'est des gens qui m'ont suivi, qui ont suivi l'élaboration. Linktober, c'est l'archétype de ça, c'est-à-dire que tu suis le processus pendant un mois jusqu'au point d'orgue de la vente, si tu vends, en l'occurrence, tu vois. Donc, de la minute moi, de vente. Ouais, c'est ça, la minute de vente. Oui, c'est ça. Oui, ça part assez vite et tout, mais c'est vrai qu'il y a de ça aussi. C'est un peu, c'est vraiment notre. Moi, Instagram, c'est un gros. C'est important, moi, là-dessus, dans la vente, par exemple, des originaux, des choses comme ça, ouais. En plus de la vitrine de travail. Bah écoutez, du coup, sur ces bonnes paroles, je pense qu'on va s'arrêter là, parce que il va être temps de laisser la place au suivant. Mais je vous remercie beaucoup pour vos réponses. C'était très, très intéressant. Merci à toi. Merci bien. Merci à toi. Parfait courage. 1 heure de moins. Et merci aux viewers, parce qu'en fait c'est ouf, on s'est maintenu à 403 pendant absolument tout le live, c'est-à-dire que personne n'est parti. Les gens buvaient vos paroles, voilà. Oh waouh. Donc ensuite, on va retrouver nos amis Bola et Turbogros pour un défi dessiné, voilà. Qui gagnera, on ne sait pas. En tout cas, pas Cyrielle. On prend les paris. Du coup, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette table ronde. Et puis, je vous souhaite plein de réussite dans vos projets, notamment toi, Sita, puisque tu es en plein dans la publication. Voilà, et bonne soirée. Salut. Salut.